Devers. Je passe la parole à M. Brippon. Merci à tous et merci de votre invitation. Ce que je vais dire est un peu complémentaire de ce qu'a dit Maître Devers. Ce sera plus politique si on veut. Et mon approche du droit est toujours de tenir compte des rapports de force du point de vue politique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait du droit, évidemment, dans l'Allemagne nazie, il y avait du droit dans les monarchies absolues, etc. Le problème est toujours ce que le droit signifie quand il y a des rapports de force. Par exemple, quand on parle de la CPI et de l'Afghanistan, il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle ironiquement aux États-Unis l'acte d'invasion des Pays-Bas, qui est un acte qui a été voté par le Parlement américain, enfin la Chambre des représentants, et qui dit que s'il y a des citoyens américains qui sont détenus à La Haye, alors les forces américaines doivent aller les libérer. Donc il faut se rendre compte qu'ils ont déjà dit que si quelqu'un devait être transféré devant le tribunal de La Haye, ils envahiraient La Haye, et je ne crois pas que les Hollandais sont prêts à se battre contre les Américains. Donc il faut se rendre compte de ce problème éternel du droit, c'est qu'in fine, le droit il fonctionne ici parce que d'une certaine façon il y a un monopole de la violence au niveau intérieur en principe entre les mains de la police, mais au niveau international ça n'existe pas, alors ça c'est tout le problème. Mais bon, je ne vais pas faire un argumentaire sur le droit, je voudrais essayer de... Je pense que la situation dans laquelle on est d'une façon simple et compliquée. Elle est simple parce qu'il y a des arguments contre la politique d'ingérence que je vais essayer de donner qui me semblent très faciles à défendre. Mais la situation... Et donc je vais essayer de donner des arguments qui sont universellement acceptables par les Français, qui ne sont ni marxistes, ni révolutionnaires, ni même de gauche, ni particulièrement de droite d'ailleurs, bien que sociologiquement ils sont plus de droite que de gauche aujourd'hui, mais qui sont des arguments très simples et qui ne supposent pas une grande analyse du capitalisme, de l'impérialisme, du sionisme, de tout ce que vous voulez. Parce que je pense que quand on se rentre dans ces arguments-là, on s'isole du reste de la population qui est divisée sur ces questions, qui n'est pas d'accord, etc. Il me semble qu'on peut tenir tout le monde sur une politique de non-ingérence en principe. Mais la situation est difficile parce que, par exemple, cet après-midi à Barbès, il y a une manifestation organisée pour soutenir la révolution en Syrie, pour demander la protection des civils, et c'est signé par les suspects usuels, c'est-à-dire toute la gauche et l'extrême gauche, le PC, le parti de gauche, le NPA, le MRAP, tout le monde est là, les anards, les trots, enfin les antiracistes, ils sont tous là, et c'est évidemment toujours des trucs bien pensants, du style, bon, on reprend tous les chiffres évidemment de l'opposition en ce qui concerne les tueries, on les met tous sur le dos du gouvernement, on reprend tous les faits de la propagande de guerre, et puis on dit, il faut arrêter les massacres, il faut que la communauté internationale cesse son indifférence et des trucs comme ça. Vous avez un appel maintenant à la Fédération internationale des droits de l'homme. Que peut-on imaginer de plus sain que la Fédération internationale des droits de l'homme? Comment peut-on aller la contre, comme on dit en belge, et comment peut-on s'opposer aux droits de l'homme? Donc évidemment avec SL, Umberto Eco, Badinter, etc., toutes les grandes consciences morales de notre temps, et donc ils disent tous qu'il faut faire quelque chose, il faut... Alors, dans ce sens-là, psychologiquement, une situation difficile, parce qu'évidemment, ils vous disent tous, vous comprenez, vous avez ce peuple qui est opprimé, ils se révoltent contre le dictateur, comment est-ce que vous vous mettez du côté du dictateur, et puis on a tous des excités antifascistes, anarchistes, etc., qui essaient de vous interdire d'avoir des salles pour discuter, etc., etc. Donc je pense que le problème, c'est on a tous ces arguments sentimentaux. Comment vous ne prenez pas le parti des printemps arabes contre le dictateur? Qu'est-ce que vous êtes, monsieur Bourbon? Vous êtes du côté du dictateur, etc. Et alors, on traite de fascistes dans la presse et dans les médias alternatifs. Il y a des médias consacrés à conspirationnistes hors de nos vies, etc., etc. Bon. Donc, il y a toute une série d'excités en plus qui me tombent sur le dos. Et alors, le problème... Donc, je vais maintenant passer à la partie qui est simple, qui me paraît les contre-arguments, mais les contre-arguments sont d'une certaine façon des arguments rationnels, ce ne sont pas des arguments sentimentaux, ce ne sont pas des arguments du style « je suis du côté des printemps arabes », etc. Ça demande une certaine réflexion, et ça demande de réfléchir à ce que j'appelle la politique d'ingérence, qui n'est pas simplement l'ingérence humanitaire, et qui n'est pas seulement stricto sensu en contradiction avec le droit international, mais qui est une politique particulièrement celle des États-Unis, plus que des autres pays, qui est d'ingérence tous azimuts, tout le temps. Je me rappelle quand je vivais aux États-Unis, à une certaine époque j'étais à Princeton, il y avait le Woodrow Wilson Centre, le centre Woodrow Wilson de politique, et il y avait des conférences tout le temps, sur tout ce qui se passait dans le monde. Les États-Unis mettent leur nez partout. Ils financent des élections. Ils créent des organisations à gauche et à droite. Ils ont des bases militaires partout. Ils surveillent tout, etc. Il n'y a aucun autre pays qui fait ça, même pas la France et l'Angleterre, et sûrement pas la Chine, par exemple. On parle parfois d'impérialisme chinois. Les Chinois, ils veulent seulement faire du commerce avec l'Afrique, mais c'est pas la même chose que d'avoir des bases un peu partout, de financer des élections, d'acheter des gens, etc.
Et donc, les États-Unis ont une politique, mais ils ont, si on veut, une version faible de la politique coloniale que nous, États européens, avions à l'époque coloniale. Faible parce qu'ils n'ont pas de contrôle direct, ils n'occupent pas des pays, ils n'ont pas c'est du néocolonialisme, mais c'est toujours essayer d'avoir des gens qui sont dans leur poche, qui les soutiennent, etc. Et évidemment, alors il y a le biais toujours, mais ça c'est assez compliqué à analyser, du sionisme, qui est que les sionistes ont une influence énorme aux États-Unis, particulièrement pour le concerne le Moyen-Orient, et donc vous avez le problème encore de la liaison entre les États-Unis et le sionisme. Bon. Mais c'est une politique d'ingérence tous azimuts. Et pourquoi je suis contre cette politique d'ingérence? Pour au moins 3 raisons fondamentales, qui sont la paix, l'égalité et la démocratie. Que la gauche qui ne réfléchit pas, la gauche qui va manifester à Barbès, à laquelle elle devrait peut-être faire attention. Parce que la question de la paix, par exemple, l'alternative, comme l'a dit Maître Devers, c'est l'alternative à la guerre, c'est le respect des souverainetés nationales. Et quand je parle de nation, je ne parle pas, je sais qu'on a parlé de peuple, on parle tout le temps de peuple, je ne parle pas de peuple, parce que je ne sais pas ce que c'est qu'un peuple. Moi, je vis dans un pays divisé racial, ethniquement, tribal, si vous voulez, et je ne sais pas s'il y a un peuple flamand, un peuple wallon, etc. C'est pas, et je ne sais pas ce que ces peuples ont comme droit. Moi, je remarque simplement qu'il y a des États, et la seule façon, les États ont des armées, ils existent, ils ont des gouvernements qui sont définis par étant ceux qui contrôlent le territoire national, qui par conséquent ont des armées. Et la seule façon d'éviter la guerre, c'est d'éviter la transgression des frontières par les armées d'un pays traverser les frontières. Je ne connais pas d'autre solution. Et c'est la base, pour moi, rationnelle de la défense de la souveraineté. Mais il n'y a pas que... Donc ça, c'est la première question, c'est la paix. Si vous violez la souveraineté, où est-ce que vous arrêtez? Vous avez la Libye, puis la Syrie, bon, c'est clair qu'on va s'attaquer à l'Iran, qu'est-ce qu'on va faire la Chine? Bonne chance. Vous avez une guerre mondiale. Donc, je veux dire, il faut se rendre compte que ces questions de guerre et de paix ne sont pas des détails, c'est pas juste on va bombarder, ça coûte pas très cher, de toute façon, il n'y a pas de mort. Ça peut très bien dégénérer dans un conflit généralisé. La défense de la paix, moi, je ne vois pas d'alternative que de s'arrêter à de dire les armées restent à l'intérieur des frontières, ce que les États-Unis ne font pas. Bon. Il y a la question de l'égalité. Les inégalités qui sont liées à la politique d'ingérence, comme la politique d'ingérence est toujours par définition l'ingérence des forts contre les faibles. Notez que c'est la même chose, entre parenthèses, puisqu'on nous embête tout le temps, on refuse des salles, etc. C'est la même chose avec la censure. La façon dont la censure est vendue en France, c'est en disant on va censurer les fascistes et les antisémites. Qui va défendre les fascistes et les antisémites? Levez la main dans la salle, il y a quelqu'un qui défend les antisémites. Et donc, si vous voulez, le problème, c'est que ça sonne très bien, toute la gauche avale ça. Mais le problème, évidemment, c'est qu'on donne le pouvoir arbitrairement à certaines personnes de définir qui est fasciste et antisémite, même quand les gens disent qu'ils ne le sont pas, et de les réprimer. Fin de la parenthèse sur la liberté d'expression. Revenons à l'égalité entre les États. Vous avez l'intervention de l'Irak au Koweït en 90, et non seulement ils sont vaincus militairement, mais ils sont punis par un embargo, des centaines de milliers de morts, etc. Puis encore, ça sert de justification à la guerre suivante. Les États-Unis envahissent l'Irak de façon tout aussi illégale, avec des conséquences bien pires en Irak que ce qui s'est passé avec le Koweït. Et quelles sont les sanctions contre les États-Unis? Rien. Absolument rien. Eux-mêmes se sont mis dans une situation difficile, ils ont dépensé beaucoup d'argent, ils ont perdu des hommes, etc. Mais la communauté internationale, sanctions contre les États-Unis? Rien. Mais rien. Pas une protestation, rien. Pendant la guerre du Vietnam, par exemple, toute la guerre du Vietnam n'est jamais venue devant le Conseil de sécurité de l'ONU. On n'a jamais réussi à protester contre la guerre du Vietnam au point de vue juridique. Et maintenant, l'Irak, il n'y a rien comme sanction. Tandis que l'Irak, l'invasion de l'Irak par les États-Unis, idem avec l'Afghanistan, etc. Et donc, il faut se rendre compte que l'inégalité entre les nations, entre les individus, entre les peuples, etc., est gigantesque à cause de cette politique, si vous voulez, d'hégémonie des États-Unis. Et alors, on va traiter, évidemment, Saddam Hussein, c'est un bourreau, et Assad, c'est un bourreau, et Kadhafi, c'est un bourreau, etc. Mais pourquoi est-ce que les États-Unis, pourquoi les dirigeants des États-Unis ne sont pas des bourreaux quand ils interviennent partout, quand ils voient des drones, quand ils tuent des gens, quand ils provoquent des guerres civiles, etc. Il y a des centaines de milliers de morts, il y a des millions de morts si vous faites le bilan de la politique américaine depuis la guerre. Et ces gens ne sont jamais traînés devant les tribunaux, ils ne sont même considérés comme respectables. Si je rencontrais un émissaire du gouvernement Assad, on va me traîner à bout, on va dire vous supportez des dictateurs, etc. Mais quand Condoleezza Rice vient à Paris, elle est reçue par Delano, il n'y a personne qui dit rien. Donc je veux dire, c'est comme ça. Donc il faut se rendre compte de ce problème-là. Et alors le troisième problème, c'est la démocratie. Comment voulez-vous qu'il y ait une démocratie si un tout petit pays qui représente avec 200-250 millions d'habitants s'ingère dans les affaires intérieures de tous les pays, achète des élections ici, achète des élections là, regardez ce qui s'est passé en Russie, ils avaient leurs candidats, ils les ont financés, ils les ont soutenus, etc.
ils arrivent quelque part, ils rencontrent directement l'opposition qui représente peut-être 10% de la population. Imaginez que l'ambassadeur chinois vienne ici et uniquement rencontrer le front de gauche ou des choses comme ça, il ne parle qu'à eux. Et c'est vraiment la situation dans laquelle ils se trouvent. Ils interviennent évidemment au Venezuela, ils interviennent à Cuba, ils interviennent en Amérique latine un peu partout, ils ont instauré des dictatures, ils ont suivi des élections achetées, etc. Alors il n'y a pas de démocratie, parce que pour qu'il y ait une démocratie, il faudrait alors que tout le monde puisse voter dans les élections américaines, ce qui changerait les résultats du tout au tout. Et donc, tant qu'il n'y a pas ce genre de choses-là, c'est totalement antidémocratique cette politique d'ingérence. Et donc il faut quand même essayer de comprendre cela. Alors,